Bonjour tout le monde et merci pour être joint à ce webinaire aujourd'hui avec nous sur le changement social et de comportement pour la planification familiale postpartum. Ce webinaire est une collaboration entre le programme Breakthrough Action du Centre de communication de l'Université de Johns Hopkins et le secrétariat de la FP 2020. La planification familiale postpartum ainsi que la planification familiale post-avortement sont considérées des méthodes opportunistes pour avancer la planification familiale dans un pays. Mais pour que ces opportunités soient utilisées correctement et que ces méthodes soient acceptées dans la communauté, il faut que tout le monde soit proprement au courant et bien informé. Prestataires de services, bien sûr, mais aussi les clientes, bien avant que cette opportunité se présente. C'est là où on peut lier le changement social et de comportement à la PFPP, notre focus d'aujourd'hui durant le webinaire. Avant de commencer, permettez-moi de clarifier quelques règles pour ce webinaire. Nous encourageons tous ceux qui ont des questions de les soumettre en écrivant dans la boîte de discussion en bas à droite sur votre écran. Le modérateur prendra des questions de cette boîte de discussion durant la séance questions et réponses après les présentations. Au cas où il n'y a pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions, les organisateurs répondront sur une plateforme électronique qui s'appelle Springboard for Health Communications et ça sera immédiatement après le webinaire. Le lien pour cette plateforme sera visible sur la dernière diapositive et il suffira de cliquer sur ce lien pour être redirigé directement. Finalement, tout le monde recevra un email après le webinaire avec les matériaux ainsi que le lien vers la plateforme Springboard for Health. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de passer la parole à Claudia Vondracek, directeur de programme à Breakthrough Action. Merci Tom. Bonjour tout le monde. On est heureux de voir autant de monde avec nous et je voudrais juste vous signaler que ceci sera enregistré. Donc si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, le webinaire serait disponible même après aujourd'hui. Donc, nous avons entendu le mot de discours de Tom Van Boven, qui est gestionnaire des pays francophones au niveau du secrétariat de la FP 2020. Moi, je vais vous présenter très brièvement le modèle de cercle continu des soins et je suis directeur des programmes et de l'intégration pour ce nouveau projet de l'USAID, Breakthrough Action. Un mot assez compliqué à dire pour les francophones. Après moi, nous entendrons Anne Fitzer, que sans doute vous connaissez, qui est chef d'équipe de la planification familiale du programme USAID pour la survie de la mère et de l'enfant, communément appelé MCSP. Et elle va nous parler des comportements clés et quelques réflexions. Après Anne, nous aurons le plaisir d'entendre de Rachel Yodi, qui est le directeur, le chef de division de planification familiale au niveau du PNSR, le Programme national de santé de la reproduction de la RDC, de la République démocratique du Congo, et elle va nous parler de l'utilisation d'un outil de counseling pour améliorer la PFPP en RDC. Des résultats très intéressants. Et finalement, nous allons avoir notre collègue Zoé Hendrickson, qui est assistante scientifique au niveau du Centre des programmes de communication de Johns Hopkins. Et elle va parler d'un programme en Indonésie qu'on appelle My Choice, mon choix, qui est une stratégie de counseling équilibrée pour renforcer la PFPP. À la fin de tout cela, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Vous allez pouvoir les saisir dans la boîte que sans doute vous avez déjà remarqué, qui est en bas à droite de votre écran. Donc, j'espère que vous allez pouvoir saisir vos questions tout au long de notre présentation. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter le modèle du cercle continu des soins.
Ceci est un modèle qui a été développé il y a déjà 1 an ou 2 par le projet HC3 et il est intéressant parce qu'il nous sert de cadre de travail ou de réflexion de comment le CSC peut renforcer donc l'utilisation et dans ce cas-là de la PFPP. Et donc je vais vous présenter ce petit modèle, peut-être vous l'avez déjà vu, mais nous avons donc ce cercle que vous voyez. Le but donc c'est d'améliorer les résultats des programmes de santé. Et donc nous parlons de avant, pendant et après les services. Je commence par avant. Là, nous voyons comment le CSC peut motiver les clients à accéder aux services. Vous connaissez sans doute la création de la demande comme activité principale pour pouvoir motiver donc l'utilisation des clients, mais nous savons aussi que l'environnement doit aussi répondre à ces besoins, à ces demandes et doit faciliter donc justement l'accès aux services. Nous avons aussi besoin de travailler sur les normes sociales. Dans quelques de nos pays, nous savons que nous avons des normes, que ça soit sociales ou de genre, où par exemple, madame n'a pas le droit d'accéder aux services tant qu'elle n'ait pas l'approbation de son mari ou de sa belle-mère, par exemple. Donc, cette partie, nous travaillons sur donc tous ces éléments-là afin d'améliorer l'accès aux services pour les clients. Maintenant, le client arrive au service et nous constatons que le CSC pourrait aussi améliorer l'interaction entre le client et le prestataire. Nous savons que les clients doivent savoir poser des questions, par exemple. On parle de l'autonomisation des clients. Nous voulons aussi améliorer le comportement des prestataires. Parfois, les prestataires ne savent pas comment s'y prendre, des questions difficiles, ou des clients qui semblent trop jeunes pour utiliser l'APF, ou bien qui n'ont peut-être pas leur partenaire avec eux. Nous voulons aussi contribuer à améliorer cette interaction client-prestataire. Et nous voulons surtout créer cette relation de confiance entre client et le prestataire parce que nous espérons que cette relation durera plus longtemps que cette simple visite dans le service en question, que ça peut être quelque chose où les relations durent les consultations prénatales jusqu'au niveau de son accouchement, jusqu'au niveau des consultations postnatales et préscolaires. Maintenant, supposons que notre client quitte les services avec sa méthode, nous voulons être sûrs que une fois qu'elle rentre à la maison et une fois qu'elle rentre dans la communauté, elle arrive à pouvoir continuer à observer l'utilisation de sa méthode et qu'elle puisse très bien comprendre comment revenir au service si elle en a besoin, retrouver des informations au niveau de sa communauté au cas où il y a qu'on appelle des agents de santé communautaire. Et donc, nous voulons vraiment trouver le moyen de pouvoir l'aider à ne pas abandonner sa méthode. Donc, tout ceci, comme vous le voyez, c'est le cercle continu des soins. Donc, là, je vais passer la parole maintenant à Anne. Comme je vous ai dit, c'est le chef d'équipe PF au niveau de JPIGO pour le programme MCSP. Anne? Merci beaucoup, Claudia. Et merci à Breakthrough Action et à FP 2020 pour nous impliquer dans ce webinaire qui est vraiment très important pour accélérer le progrès et à étendre l'APF du postpartum. Je dois avancer mes diapos. Je dois aussi remercier mes collègues Chelsea Cooper et Bethany Arnold qui m'ont aidé à travailler sur ces diapos. Donc, nous allons parler un peu de l'expérience de JPIGO à travers MCSP et avant cela avec MCHIP sur l'intégration des approches de CSC pour encourager l'APF du postpartum. Dans nos efforts, nous visons à améliorer bien sûr les connaissances et les pratiques des clientes sur l'APF du postpartum, les amener à comprendre le retour à la fécondité dans cette période. Et pour cela, il faut comprendre et adresser les déterminants des pratiques actuelles
pour pouvoir, afin de vraiment changer les pratiques et les comportements dans cette période et encourager l'utilisation des services et des méthodes. Mais il y a une autre cible, ce sont les prestataires, qui ont eux-mêmes des connaissances, des perceptions et des pratiques qui vont peut-être pas dans la même direction de ce qu'on veut pour encourager l'adoption de PF en postpartum. Et si possible, si les ressources sont là, c'est bien d'aussi aller dans la communauté, de soutenir cet environnement favorable dont Claudia a parlé tout à l'heure, qui est importante non seulement avant, mais aussi après les services. Nous avons au courant des années identifié 7 comportements ou peut-être sous-comportements clés de l'APF en postpartum. Je vais les passer rapidement en revue. Comme pour l'APF en général, quand le couple se parle et qu'ils ont une idée commune de leurs aspirations, de la taille de famille qu'ils cherchent à avoir, c'est associé avec une augmentation de l'utilisation de l'APF et de l'APF en postpartum en particulier. Pour les femmes en postpartum, il est bon de connaître ce qui est sain en tant qu'espacement, de savoir que d'attendre au moins 2 ans avant de tenter une nouvelle grossesse, c'est recommandé pour sa santé, la santé de la femme et aussi la santé de l'enfant. Le troisième comportement touche à l'allaitement, qui est bien sûr bénéficiaire à l'enfant. Et c'est là où notre communauté de PF et celle de nutrition sont en accord pour recommander un allaitement exclusif pendant au moins 6 mois. Cela touche à la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, sachant que si cette pratique est appliquée et aussi que les femmes ne voient pas leurs règles, ils sont protégés assez efficacement contre une grossesse trop rapprochée. Le quatrième comportement touche les clientes aussi bien que les agents de santé et c'est d'avoir ce dialogue lors des contacts, lors des visites avec les prestataires, avec les agents de santé à base communautaire et de parler des options de PFPP, de chercher des informations et d'amener les femmes à avoir, les femmes et leurs partenaires à prendre un choix et à adopter une méthode. Le cinquième comportement touche au troisième et aussi au sixième, c'est cette idée de comprendre le retour à la fécondité et comment il est lié à l'allaitement exclusif et de savoir qu'il est bon d'adopter une méthode avant que la fécondité ne revienne. Donc d'essayer de rapprocher l'adoption d'une méthode dans le continuum de la période de postpartum. Et pour le sixième, c'est si les femmes ont opté d'utiliser la MAMA comme leur méthode de PF en postpartum après l'accouchement, de savoir qu'il faut transitionner avant qu'un des critères ne soit plus en application. Et ce comportement-là, je crois, c'est celui où on a eu le plus de difficultés, on a le moins d'évidence de ce qui marche, mais il faut qu'on continue à chercher ce qui peut induire les femmes à revenir à l'APF avant que la MAMA ne soit plus en application. Et le septième comportement, c'est que pour les utilisatrices qui ont eu des succès, il est bon qu'elles en parlent avec leurs amis, leurs voisines et deviennent elles-mêmes partie de cet environnement dans la communauté qui promouvoit l'APF en postpartum. Donc voilà les comportements, mais il faut aussi bien sûr, comme tout programme de CSC, mettre l'individu qu'on cherche à influencer, dont on veut changer le comportement, il faut le mettre dans son cadre socio-écologique et essayer de voir à chaque niveau, chaque influence sur cet individu, comment il doit être aligné pour arriver à nos comportements désirés. Donc vous voyez ici dans ce diapo le schéma de ce cadre socio-écologique et les différents composants qui peuvent toucher à l'APF en postpartum.
Je vais maintenant passer à quelques exemples de programmes où MCSP ou avant cela MCHIP a pu travailler dans le cadre du CSC en PF pour la PF en postpartum. Je sais que tout à l'heure Rachel va parler de la RDC. Nous sommes aussi présents là-bas dans 2 provinces, la Chopo et le Bazwele. Et au départ, nous avions fait une analyse qualitative rapide et nous avions trouvé que pour la PF en postpartum en particulier, une des barrières, il y en a plusieurs sur ce diapo, mais je vais citer celle qui nous a beaucoup concernés, c'est celle que les femmes et les familles considèrent que la PF est vraiment utile aux femmes qui ont déjà atteint la taille désirée de leur famille. Ils ne voient pas la PF comme une méthode d'espacement. Et donc, c'est là où la PF en postpartum doit vraiment influencer ces normes. Et donc, nous avons bien sûr touché aux prestataires pour non seulement intégrer la PF dans l'unité de PF, mais aussi dans les autres points de contact avec ces femmes, que ce soit la consultation prénatale, l'accouchement ou la postnatale, même les vaccinations. Et puis nous travaillons de pair avec le PNSR sur les outils de communication, espérant que nous allons pouvoir les utiliser sur le terrain dans ces 2 provinces et aller même jusqu'à sensibiliser la communauté. Dans un autre pays, le Libéria, notre objectif était de toucher justement à ce contact de vaccination et de voir si on pouvait encourager les références de l'unité de vaccination à celle de PF. Et là aussi, nous avions fait des recherches qualitatives avant le départ du programme. Et une des barrières très importantes que nous avions trouvées, c'était cette norme d'abstinence sexuelle dans le postpartum, qui est, je pense, assez courante en Afrique de l'Ouest. Cette norme gênait vraiment les femmes et même les prestataires à discuter de la contraception quand un bébé venait d'être né. Et il fallait trouver des moyens d'aborder cette barrière. Et quand nous avions commencé la mise en œuvre du programme, nous avions dû clarifier les valeurs, clarifier ce qui se passe avec les prestataires et avec les femmes. Le fait que ces normes sont peut-être pas toujours respectées dans la période actuelle et qu'il fallait mettre les femmes à l'aise. Le matériel de communication que nous avions élaboré avait ce message que la PF est bonne pour les mamans. Il y avait des outils qui devaient stimuler les vaccinateurs à faire cette référence, des outils qui étaient placés dans l'unité de vaccination. Et aussi pour les femmes qui n'étaient pas à l'aise d'accepter une référence vers l'unité de PF, nous avions élaboré des brochures qu'elles pouvaient ramener à la maison et qui étaient censées stimuler une conversation dans le couple sur les bénéfices de la PF. Donc voilà un peu 2 exemples. En général, je crois que c'est clair pour nous que la PF en postpartum demande qu'on penche l'attention sur le changement social et comportemental, qu'on comprenne les déterminants au sein des foyers et dans la communauté qui influencent les pratiques actuelles de PF dans cette période après la naissance de l'enfant, que ce soit immédiatement ou dans l'année à suivre la naissance. Et que pour vraiment réduire ces occasions manquées de contact entre clientes et prestataires, et pour stimuler ces conversations sur la PF du postpartum, il faut qu'on comprenne, qu'on ait une approche holistique d'intégration et qu'on comprenne d'où viennent les différents individus qui font partie de cette dynamique. C'est là où les investigations formatives qualitatives sont très importantes. Mais allant au-delà de là, de vraiment penser avoir une théorie de changement, de comment on va changer on va surmonter certaines barrières, et puis d'appliquer les théories sur le CSC en général. Tout cela contribuera à un design plus efficace de nos interventions en PF de postpartum.
Pour plus d'informations, je vous réfère vers quelques ressources. Il y a un cours en ligne qui existe sur Ripple Online Plus. Vous voyez le lien ici. Il y a aussi des écrits supplémentaires en anglais, malheureusement, sur l'autre lien ici. Et avec cela, je vous remercie. Et Claudia, je te laisse introduire Rachel. Oh, il paraît que mon microphone était muted. Je m'excuse beaucoup. Je disais que je passe la parole maintenant à Rachel. Je suis ravie qu'elle elle ait pu se joindre à nous de Kinshasa, où elle est chef de division PF du PNSR de l'IRBC. Plein d'acronymes, mais je pense que vous savez de quoi il s'agit. Donc, Rachel, je te passe la parole. Ok, merci Claudia pour la parole. Nous allons nous entretenir pendant 10 minutes sur ce qui concerne l'utilisation de l'outil de counseling pour améliorer la planification familiale de postpartum en RD Congo. Vous allez comprendre que nous sommes en train de partager les résultats d'une étude qui a été menée avec l'appui de l'OMS Genève et OMS de la RDC. Merci. Et nous parlons de l'étude d'IAM-DABO, qui n'est autre qu'une intervention qui a visé à accroître le taux d'utilisation de la méthode de planification familiale dans notre pays. Alors, connaissant bien le contexte du pays, où nous disons que la prévalence contraceptive est encore très faible pour l'usage des méthodes modernes, avec le taux très élevé de besoins non satisfaits en 28%, et beaucoup d'enfants par femme, estimés à 6,6 enfants. Et la RDC nous offre une opportunité particulière dans le sens où les accouchements se déroulent dans les structures sanitaires, et ce qui veut dire que plus de 80% des femmes enceintes accouchent dans les maternités. C'est une opportunité de leur parler de la planification familiale. Et, ok. L'intervention YAM-DABO a visé à accroître le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes durant la période du postpartum. Et ainsi, donc, nous avons défini 6 éléments ou composantes ou activités efficaces à mettre sur place. Premièrement, nous avons disponibilisé les services de planification familiale 7 jours sur 7, pour dire que 24 heures sur 24 heures. Et mettre aussi à niveau les capacités de prestataires cliniques en l'offre de planification familiale du postpartum, le renforcement de la supervision des soutiens, et nous avons utilisé l'outil de counseling en PPP comme l'outil par excellence de communication pour inciter les clientes à utiliser les services juste après l'accouchement. Nous avons aussi mis à place la carte pour le rendez-vous des femmes afin de renforcer la présence des clientes dans les activités de routine offertes aux femmes enceintes et aux femmes après l'accouchement. Nous avons aussi mis en place les invitations pour les partenaires des femmes qui ont accepté. Ainsi donc, l'étude a concerné 4 centres de santé que nous avons appelés des centres de santé d'intervention. Ainsi, en opposition, nous avons eu des centres de santé témoins et au nombre de 4. Il consistait en fait de pouvoir recruter et faire la communication chez les 70 femmes enceintes à partir du 3e trimestre de la grossesse de chaque structure. La population cible était les femmes enceintes incluses dans l'intervention, les femmes enceintes à partir du 3e trimestre, bien sûr, les partenaires des femmes enceintes, le responsable des centres de santé, les prestataires de soins, ainsi que les enquêtrices sur terrain ont été nos cibles. Diapo. Alors, nous allons décrire l'outil de counseling dont il est question ici que nous voulons partager les succès. Selon les directives de l'OMS, vraiment cet outil a été basé sur ces directives mises à jour par l'OMS et a été créé pour le prestataire pour pouvoir intégrer la planification familiale de manière structurée et de manière systématique dans leur consultation dans les services de CPN, de CPON ainsi que dans les services de consultation préscolaire. Nous avons utilisé chez toutes les femmes enceintes dès le 3e trimestre, comme je l'ai dit au début de la grossesse, de façon individuelle, et aussi
Ça a été aussi utilisé de façon collective lors des séances de causeries éducatives à la CPN chez les femmes enceintes, et aussi pour renforcer maintenant l'interaction entre clientes et prestataires, et aussi renforcer l'interaction entre les clientes qui ont accepté l'étude et leurs maris afin de négocier l'utilisation vraiment efficace et consensuelle des méthodes contraceptives juste après l'accouchement. Les éléments de communication positive que nous avons notés sur cet outil étaient principalement la conception autour de ces éléments de communication positive, s'il vous plaît. L'outil aussi pour améliorer la connaissance parfaite de la gamme de méthodes de PF et de PFPP, nous avons dit ça. Nous avons revu que ça a aidé à chasser les mythes et les conceptions fausses sur la planification familiale, de renforcer les compétences des prestataires pour répondre aux problèmes et être sûr de prendre à charge les effets secondaires irrélatifs. L'outil a été conçu de manière à aider les femmes à négocier avec leurs partenaires sur l'usage des méthodes de planification familiale. Ainsi, ça a été aussi un outil intégré. Ça donnait des messages intégrés autour de soins prénatal chez la femme enceinte, de soins au cours de l'accouchement et des choses essentielles que la femme doit donner au nouveau-né juste quand elle sera à domicile. Slide. Voilà un peu les éléments des résultats que nous avons enregistrés. J'ai juste parlé de la RDC. Je n'ai pas pu en comparer avec le résultat de Burkina Faso. C'est pour vous dire que c'est très énorme pour les gens qui seront à la conférence du Rwanda, auront la chance de pouvoir mieux revoir ces éléments. En République démocratique du Congo, nous avons noté une utilisation trop tôt, comme je disais, des méthodes contraceptives chez les clientes, contrairement à la présentation précédente où les femmes avaient seulement tendance d'atteindre la taille de leur famille pour utiliser une méthode. Alors la figure qui est devant nous donne, et ça nous rafraîchit, c'est qu'il y ait un peu à marron nous donne réellement l'utilisation tôt des méthodes de planification familiale juste dans la première journée, 3e et 5e jour après l'accouchement, comparé aux structures contrôle ou témoins où nous avons que 1% des utilisatrices de femmes qui ont accepté d'utiliser une méthode dans les 5 jours après l'accouchement. Et vous regarderez aussi dans la ligne suivante, à 6, 10 et 14 jours après l'accouchement, nous avons enregistré un taux de 7,1%, contrairement à 1,5% pour les structures contrôle. Et vous allez regarder la ligne en bas pour le 10e, 11e et 12e mois. Nous avons trouvé qu'il y avait une utilisation, pas comme d'habitude, des services de planification familiale du postpartum. Il y a des raisons de dire que cet outil, dans le résultat suite, il y a des raisons de dire que cet outil a permis d'améliorer sans faille l'utilisation. Les participants, comme résultat, les participants qui sont les femmes ont apprécié positivement la maîtrise de l'outil conseillé par le prestataire dans tous les centres de santé d'intervention. Slide, s'il vous plaît. L'outil a permis d'avoir une vision. L'outil a permis d'avoir une vision plus éclairée de la planification familiale et a motivé certaines quant à l'adoption d'une méthode contraceptive. Vous avez vu dans les diapos précédents. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a eu une adoption de la planification familiale également acceptée par le conjoint. Il y a toujours les problèmes de demande d'autorisation, mais les hommes ont répondu satisfaisant aux demandes de leurs épouses. Slide. Alors, il y avait une bonne perception de la planification familiale chez les femmes qui n'ont pas encore adopté une méthode. Ils ont été avec l'outil, ils ont compris clairement les messages. À propos, il y a un conjoint d'une utilisatrice d'ailleurs qui a déclaré, selon les verbatim, et aussi les femmes ont des informations justes sur la planification familiale à la sortie des échanges avec les clientes. Nous les avons testés. L'outil peut être utilisé aussi pour mettre à profit par certaines structures et à ce jour, c'est utilisé comme une boîte à images intégrée, puisque ça donne beaucoup plus d'informations sur le retour à la fertilité. Ça permet à la femme de connaître le moment idéal pour utiliser un postpartum et une méthode tardée aux femmes de bien couvrir les enfants
après la naissance et comment le mettre sous moustiquaire imprégné et donner les soins complémentaires et aussi renforcer l'utilisation des services de ces femmes au centre de santé. Ça a ainsi aider les femmes à faire ce qu'on appelle le continuum de soins de santé. Merci. Quelles sont les leçons apprises après cette étude? Nous disons que la stratégie ayant favorisé l'adoption de la planification familiale ne sont pas les mêmes partout, dans tous les centres de santé bien sûr, mais l'outil de counseling a aidé et peut aider les utilisatrices dans toutes les structures, puisqu'il a témoigné. Chaque femme qui a été en contact dans les structures en intervention ont connu et ont su interpréter et ont su adhérer à l'utilisation d'une méthode grâce au counseling qui a été fait. Là, ils ont témoigné. Nous avons noté aussi que prendre les services disponibles, c'est aussi une bonne composante, mais il faille avoir un regard sur le coût des intrants et des consommables dans nos structures. Nous avons noté également que la perte des effets secondaires et l'attente des retours de couches justifient la non-utilisation des méthodes contraceptives. Et pour en faire revenir à ce qu'a dit Anne, nous devons davantage communiquer sur la planification familiale et mettre en place des services de communication motivants qui vont aider les femmes à mieux se connaître et à ne pas penser que la planification familiale seulement quand on a atteint la taille de la famille. Diapo. Nous voulons conclure en disant que l'efficacité de l'outil de counseling pour influencer positivement l'adoption de la planification familiale est certes, mais l'utilisation d'une méthode contraceptive est fortement dépendante de la qualité du counseling, qui d'ailleurs lui-même dépend fortement des conditions par la maîtrise de l'outil par les prestataires. Si nous allons faire un counseling, nous devons quand même mettre le prestataire au centre, puisque c'est le prestataire qui doit maîtriser et qui doit avoir les atouts nécessaires pour communiquer avec les utilisatrices. Ainsi donc, si vous avez bien suivi notre intervention, nous sommes très ouverts aux questions, aux échanges, et nous vous présentons d'ailleurs à la page finale quelques éléments, quelques notions pour que vous puissiez prendre connaissance sur ce qui a été l'outil. Je vous remercie et je remets la parole à Claudie. Merci beaucoup Rachel, très intéressant et sans doute il y a des questions pour toi tout à l'heure. Maintenant, on va démarrer notre troisième présentation avant de pouvoir passer aux questions. Je vous représente Zoe Hendrickson, qui est assistante scientifique ici au niveau du CCP, et elle va nous parler d'un cas de l'Indonésie. Donc Zoé, je te passe la parole. Merci beaucoup Claudia. Bonjour à tous. Je vais vous présenter, comme Claudia a dit, une étude de cas sur My Choice, ou Mon Choix, en Indonésie. Ce projet utilise une stratégie de counseling équilibrée pour renforcer la planification familiale postpartum ou PFPP en Indonésie. Ce projet est financé par la fondation de Bill et Melinda Gates et a commencé en 2015. Le projet va finir en 2019. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte sur la planification familiale en Indonésie, il y a environ 68 millions de femmes en âge de procréer en Indonésie. Grâce à beaucoup de travail du gouvernement ainsi que des organisations non gouvernementales, le taux de fertilité total a baissé, beaucoup baissé en fait, et maintenant c'est environ 2,3. Le taux de prévalence de la contraception moderne est presque 60% parmi des femmes mariées, bien sûr, et l'injection et les pilules sont les méthodes les plus utilisées en Indonésie. Mais quand même, il existe quelques défis en Indonésie, y compris l'utilisation élevée des méthodes à court terme, les disparités géographiques et économiques dans l'utilisation, et malheureusement les besoins non satisfaits. Donc en fait, plus que 12% des femmes ont des besoins non satisfaits éventuels après l'accouchement.
Donc, pour adresser ces défis, la stratégie de communication de My Choice, ou Mon Choix, utilise une gamme de canaux tirant parti d'une pénétration croissante des smartphones ainsi que des médias sociaux, des canaux traditionnels tels que la télé et aussi la sensibilisation des communautés. En utilisant ces données, les messages se concentrent sur les facteurs clés qui prédisent l'utilisation des contraceptifs réversibles à longue durée d'action. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ce programme. L'approche intégrée de la demande insiste sur l'orientation centrée sur l'utilisateur dans tous les aspects du projet liés à l'offre, et donc afin de garantir que la demande générée puisse être satisfaite. Pour le programme, l'objectif du projet pour la PFPP en général est de doubler le pourcentage de femmes qui adoptent la PFPP avant de quitter un centre de naissance à grand volume, tout en améliorant la préparation des établissements à fournir des méthodes contraceptives, en particulier des DU et des implants postpartum. Au début du projet, l'équipe a examiné comment les séances de counseling se sont déroulées. Ils ont identifié quelques défis. Pendant ces séances, il y avait une surcharge d'informations. Les séances n'étaient pas très structurées. Et en fait, ils étaient dominés par les prestataires. Le counseling était très long et fastidieux et ne reposait pas sur des données probantes. Et donc, quelle était la solution du projet? En fait, c'était l'utilisation d'une stratégie de counseling équilibrée. Donc, cette stratégie est interactive, ciblée et conviviale. Et ça inclut l'utilisation d'un algorithme qui apporte de la structure à la séance de counseling. Et avec cet algorithme, les réponses du client déterminent les cartes de counseling à discuter pendant la séance. Et comme ça, l'algorithme permet les prestataires vraiment à gagner du temps. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est très important pour les prestataires. Avec cet algorithme aussi, il y a des brochures, des méthodes qu'ils ont utilisées, ainsi qu'une tablette ou une application. Ce graphique montre vraiment les changements dans le service de la PFPP dans les établissements où le projet a commencé à travailler. Donc, ils ont commencé à travailler dans 44 établissements au début. Et après juillet 2016, on peut voir le fait que la stratégie de counseling équilibré a augmenté la proportion des femmes qui reçoivent ou qui ont reçu le counseling PFPP dans les 44 établissements. De plus, ce graphique montre que la proportion de mères adoptant une méthode de PFPP avant de sortir de l'hôpital a aussi augmenté après le début de la stratégie équilibrée. Donc, vous pouvez noter en particulier l'augmentation des contraceptifs réversibles à longue durée d'action, ainsi que l'adoption de la méthode de l'aménorrhée due à lactation, la MAMA. Pour conclure, il y a 3 messages à retenir de cette étude de cas. Premièrement, l'efficacité des conseils de la PFPP a démontré une augmentation de l'adoption de la méthode PFPP. Deuxièmement, les résultats indiquent qu'il est possible d'augmenter l'utilisation de la PF avant le retour de couche et aussi qu'il est possible de la mettre en œuvre dans les établissements publics et privés. Et donc, dans les 44 établissements où ils ont commencé à travailler, c'était dans les établissements privés ainsi que publics. Et donc, ça a marché dans les 2 types d'établissements. Et finalement, la stratégie s'est étendue pour améliorer tous les niveaux de services de PF en Indonésie, au-delà de la PFPP. Et aussi, cette stratégie a été adoptée à l'échelle nationale aussi, du gouvernement central, provincial et aussi dans les districts. Et avant de finir, avec 2 minutes peut-être, je vais faire juste une petite démonstration
de l'application qui a été développée suite au succès de la tablette MyChoice. Beaucoup de tablettes ont été distribuées en Indonésie dans presque 100 établissements et de plus presque 400 prestataires ont été formés à l'utilisation de la tablette. Et c'est très important de dire que cette formation n'est pas à part, ça fait partie de la formation générale de la PFPP que les sages-femmes reçoivent normalement. Donc, voici l'écran d'accueil de la tablette. Et il y a 3 choix, l'auto-évaluation, le guide ou le manuel de counseling et aussi un guide PFPP. Dans ce guide ou le manuel de counseling, il y a les parties sur, quelques parties sur les conseils, les informations sur des méthodes contraceptives. Il y a une section avec des questions et des réponses. Il y a des vidéos et beaucoup plus. Et en fait, le contenu est un peu différent si la tablette va être utilisée pardonnez-moi, si l'application va être utilisée avec une personne ou avec un groupe, et donc on peut choisir ce qu'on va faire. Et selon l'algorithme, il y a toujours des questions qui sont posées pour donner une structure à la séance de counseling. Comme par exemple, ça dit, y a-t-il des méthodes contraceptives dont vous avez entendu parler? Et aussi, que savez-vous sur ces méthodes? Ça, c'est un exemple des questions. Voici une autre image d'autres questions qui guident la séance de counseling. Par exemple, a-t-elle été exclusivement ou a-t-elle toujours utilisé une méthode avec son mari depuis la dernière menstruation ou depuis l'accouchement? Voici une autre image de ce genre de questions. Et comme j'ai déjà dit, il y avait aussi dans cette application des informations sur des méthodes contraceptives. Et dans cette image, vous pouvez voir 5 méthodes, les pilules, l'implant, l'injection. Et finalement, voici un autre exemple avec un témoignage de quelqu'un, Facta, sur les avantages des DIU. Donc voilà, c'était une démonstration très courte sur l'application qu'ils ont développée. Et merci beaucoup. Claudia? Merci beaucoup, Zoé. Ça, c'est très, très, très intéressant. On aime toujours apprendre comment la santé peut être appuyée par les approches digitales. Donc, merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions et heureusement, on a beaucoup de temps de pouvoir répondre à quelques de vos questions. Je note une particulière intérêt de la part de Cheikh, Noël et Ramatoulaye. Donc, si d'autres ont des questions, vous allez aussi les présenter. Mais nous allons commencer à répondre une par une à vos questions. Donc, je vais poser la question et nos présentateurs vont répondre dépendant de celui ou celle qui se sent plus apte à répondre. Donc, la toute première question de la part de Cheikh, c'est comment transformer les attitudes des prestataires. Je pense que la question est venue au moment où Anne faisait sa présentation. Donc, pas seulement les connaissances des prestataires, mais les attitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait en parler? Les présentateurs? Donc, je pense que sans doute c'est une question qui est difficile à répondre. Je ne sais pas s'il y a un des présentateurs qui voudrait répondre. Oui, moi je peux donner quelques éléments de réponse. C'est Dr Rachel de la RDC. Oui, Claudia, quand on nous dit comment
est-ce qu'on peut arriver à changer le comportement des prestataires? Je pense qu'il y a plusieurs études et puis il y a des hypothèses qui disent que le premier, le prestataire constitue aussi sans doute un obstacle dans l'offre des services. Nous devons davantage réfléchir pour travailler avec ces derniers. Et comme je disais dans ma présentation que parmi les interventions, il y avait ce qu'on appelait la supervision qui n'était pas une supervision comme ça, mais vraiment c'était une supervision de soutien. Cette supervision dans sa mise en place nous a aidé certainement dans le cadre de l'étude à répondre à beaucoup plus de problèmes et à arranger, surtout dans le sens de pouvoir rendre les prestataires responsables de ce qu'ils font. Nous pouvons voir dans quelle mesure les impliquer davantage et les écouter deux fois. Nous ne faisons pas des supervisions punitives, mais nous les amenons à arranger les problèmes avec eux en interne, à comprendre pourquoi et à comprendre surtout leur rôle et leurs responsabilités. Lorsqu'on les met à carrefour, ils définissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils attendent comme leur rôle et qu'est-ce qui est leur responsabilité. C'est à partir de ça qu'on peut mener des actions correctives qui vont dans le sens de les impliquer davantage. Je peux m'arrêter là s'il y a des autres qui peuvent. D'accord. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui traitent un peu ce même domaine, donc je vais poser les autres questions qui sont presque tous par rapport à la qualité du counseling. Nous avons aussi la question de comment améliorer le comportement prestataire avec les clients jeunes. Nous avons également comment évaluer la qualité du counseling pour mesurer son efficacité. Voilà, donc c'est les deux autres qui semblent être liés à cette notion de la qualité de counseling. Hello. Oui, Anne, tu veux répondre? Anne a quelques petites difficultés avec Oui, son micro. je crois que ça va maintenant. Très bien, merci, vas-y. Donc, je m'excuse. Hein. Je voulais juste dire tout à l'heure, par rapport à la question de chèque, qu'en plus de la clarification des valeurs, nous avons aussi fait des visites de soutien, des visites de supervision aux prestataires pour voir comment ils avaient appliqué ce qu'on leur avait demandé de faire. Et qu'on avait effectivement trouvé lors de ces visites qu'il y avait des barrières supplémentaires. Par exemple, j'avais parlé de la gêne des clientes. On a, à travers des discussions pendant ces visites de supervision, on a trouvé qu'il fallait mettre des écrans dans l'unité de vaccination. L'unité de vaccination est souvent à l'extérieur, elle n'est pas dans une salle fermée. Et les femmes, quand ils avaient l'écran qui pouvait les séparer des autres femmes qui attendent, étaient plus aptes à accepter les références. Donc la privauté était très importante. Mais c'était aussi par rapport à l'attitude des prestataires, le renforcement que les superviseurs faisaient envers eux pour insister sur un counseling complet et les références systématiques. Et je dois aussi répondre à la question. Enfin, je sais pas si vous n'avez pas encore passé à cette question. Never mind. Je vais m'arrêter ici. Ok. Donc ça c'était par rapport à comment contribuer à améliorer et l'attitude des prestataires et la qualité du counseling. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir. Sinon, je passe aussi à la question. Oui, vas-y. Oui, Claudia. Oui, je voulais aussi ajouter à ce qu'elle vient de dire. Je voulais ajouter à ce qu'elle vient de dire puisque nous nous sommes rendus compte que le renforcement de la supervision des soutiens est un élément de réponse comme elle vient aussi de l'affirmer. Deuxième élément pour mesurer la qualité de counseling, je pense que cela va de pair avec l'adoption d'une méthode. Lorsqu'on fait un bon counseling, au finish, nous visons que la cliente puisse utiliser la méthode. Sur base du nombre de clientes
qui sont en face des prestataires et chez qui il y a eu adoption d'une méthode peut aussi signifier la qualité des bons conseillers. Merci. Je voulais Merci beaucoup pour cette dire, discussion. Oui, vas-y. excusez-moi. Donc, pour évaluer aussi la qualité, on peut faire comme Dr. Rachel a dit, mais aussi on peut mesurer, par exemple, exactement qu'est-ce qui se passe pendant les séances. Donc, il y a des chercheurs qui enregistrent les interactions prestataires-clients et on mesure qui parle, combien de temps et tout ça. Il y a aussi des chercheurs qui administrent des questionnaires après les séances avec les clients pour examiner, par exemple, s'ils sont satisfaits et tout ça. Donc, il y a l'adoption de la méthode, mais aussi qu'est-ce qui se passe pendant l'interaction aussi. Merci beaucoup, Zoé. Je passe à une autre question de la part de Yolande. Bonjour, Yolande. Pourquoi l'outil de counseling est utilisé à partir du 3e trimestre? Est-ce pas tard pour commencer le counseling PFPP? Les collègues? Oui, la question m'a été adressée. Comme je disais au début, que nous sommes en train de partager l'expérience d'une étude, mais aujourd'hui sur le terrain, et d'ailleurs c'était déjà pendant l'étude, il y a de prestataires qui ont vu que l'outil pourrait être utilisé même juste à la première visite des CPN, puisque nous avons sélectionné quand même participantes à l'étude les femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Mais à ce jour, nous vous informons que cet outil est fait avec toutes les femmes qui viennent à la consultation prénatale et même à la consultation post-natale et la consultation préscolaire. Donc ça, c'était dans le cadre d'une étude. Maintenant, Voilà. il y avait une autre question pour Rachel de la part de Chèque. Comment mesurer l'acceptabilité de PF par le conjoint? Ça, je pense que j'aimerais ouvrir ça même à tout le monde. Cette notion de l'acceptabilité du conjoint est vraiment importante, je pense, par rapport aux objectifs de PFPP. Donc, toute personne qui voudrait répondre sur comment mesurer l'acceptabilité de PF par le conjoint. Ok, merci pour l'intérêt accordé par Tchèque. J'ai vu beaucoup de questions de sa part. Comme je l'ai dit toujours dans le cadre de l'étude, étant donné que nous avons une intervention ou une activité que nous avons définie comme étant la carte d'invitation du mari, cela nous a permis facilement de pouvoir voir combien de femmes qui ont accepté. Ça dépendait d'abord de la volonté de la femme qui acceptait que son mari puisse venir ou bien que son mari puisse recevoir la carte. Une fois que la carte d'invitation est envoyée pour l'homme, les hommes qui ont répondu favorables ont été soumis à la même exercice comme leurs épouses. Là, on faisait un counseling de couple avec l'outil en lui faisant comprendre. Ça, c'est de 1. Deuxième chose, c'était aussi en ce qui concerne le focus group que nous avons fait avec les différents maris de femmes. Ils auraient connu. Et d'ailleurs, pour renchérir, il y a un homme qui a même déclaré que si c'est ce que vous disiez à nos femmes lorsqu'ils viennent seuls dans les consultations, s'ils rapportent fidèlement ce genre de messages à nous les maris, aucun homme ne pourrait refuser à sa femme de pouvoir utiliser les services. Et il y a un autre homme qui a témoigné disant que nous, on a planifié d'avoir 10. Et lorsque j'ai été devant les prestataires, quand on m'a montré cet outil, je me suis retrouvée moi-même dans les images. En réalité, nous sommes à 7 et je pense que cette taille de la famille, c'est suffisant. Je pense que ce sont des choses comme ça aussi qui nous a motivés à dire réellement que les hommes, lorsqu'on les cherche, lorsqu'on les approche et quand on parle avec eux, ils sont favorables à la planification familiale. Merci. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une autre question ici. C'est Ramatoulaye qui pose la question de savoir quelle stratégie de communication pour pouvoir booster le TPC par le PPFP.
Donc, j'ose croire que ça revient au cercle continu des soins. Moi-même, je vais tenter une réponse et puis je passe la parole aux collègues. Je pense qu'il y a plusieurs éléments dans le cercle continu des soins qui nécessitent justement la communication. Donc, la création de la demande se fait très souvent par des campagnes de promotion, par les activités de promotion de PF faites par des agents de distribution à base communautaire. Nous avons aussi les stratégies par rapport au counseling que nous venons de discuter en long et en large, et puis les activités même de plaidoyer pour pouvoir accéder aux services de PF. Ça peut aussi une stratégie de communication qui pourrait contribuer donc justement à booster le TPC par le PPFP. Mais j'ouvre la question aux collègues. Quelles sont les stratégies de CSCC ou de la communication pour le changement social et de comportement pourraient booster donc justement le TPC par le PPFP? Bonjour, moi je pourrais rajouter qu'il faut aussi comprendre les points de contact avec les femmes qui sont en grossesse ou en postpartum. Car dans un contexte où les femmes ne fréquentent pas les services, il faut certainement aller à travers les approches à base communautaire. Car c'est là qu'on va les toucher. Et on trouve aussi, il y a des analyses qui ont été faites comme par l'utilisation de modélage FP Goals. On trouve qu'il y a des pays où l'approche PF en postpartum va plus augmenter le taux de prévalence contraceptive que dans d'autres cas. Et je pense que les facteurs qui influencent, c'est justement cette couverture de services et puis aussi le taux de fertilité, la proportion de femmes dans la population qui sont soit en grossesse, soit postpartum. Quand il est plus élevé, bien sûr, l'utilisation de PF par ces femmes-là va augmenter le taux de prévalence contraceptive au-delà de pays où il y a déjà un taux de fécondité assez bas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh bien, moi, je vais te remercier parce que nous, le challenge que nous avons, on a une dernière question et puis je vois que le temps est vraiment limite. Donc, dernière question, c'est de pouvoir avoir une clarification. Si on pourrait bien consulter l'outil utilisé en RDC, soit par MCSP, soit par l'étude de Rachel, et il y a chaque qui clarifie ou qui voudrait clarifier que l'outil de la RDC est en fait un outil de counseling qui a été développé par l'OMS. Donc, peut-être je donne la parole à Rachel et puis Anne de clarifier, la disponibilité et l'accessibilité de cet outil de counseling et peut-être de son provenance. Ok, merci pour la parole. Si vraiment vous avez bien suivi ma présentation, j'ai été claire pour dire que en réalité c'est un outil de counseling appelé espacement des naissances et choix en matière de méthode de planification familiale du postpartum mis en œuvre par l'OMS dans le cadre d'une étude pilote qui a été coordonnée et suivie avec l'équipe de l'OMS internationale et testée en RDC et au Burkina Faso. Et maintenant, tel que les résultats sont prouvés, publiés, puisqu'il y a des résultats qui ont déjà été publiés depuis, nous devons maintenant, ensemble, voir comment faire les adaptations pays, en fait que cet outil soit utilisé, puisque ça a montré son efficacité, comme vous venez de le découvrir tout à l'heure. C'est vraiment un bon document. Et c'est ce que je peux dire. Cet outil n'est pas la même chose que les guides des prestataires pour la prise de décision, non. L'outil de counseling est différent de cette grille de prise en charge que vous avez selon la question qui a été demandée. C'est des choses tout à fait différentes, mais quand vous voyez l'image d'emblée, ça a tendance à se ressembler puisque c'est le document élaboré de la même façon, mais le contenu et les modes d'utilisation diffèrent carrément et il y a des cas puisque je connais aussi les guides. Et à ce moment que je... Merci beaucoup Rachel. Malheureusement, je vois qu'il est temps. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous signaler. Si vous voyez
à droite de votre écran, vous avez plusieurs ressources. Donc, par un, la discussion continue sur Springboard. J'espère que vous êtes familier. Sinon, vous cliquez là où vous voyez discussion en Springboard. Nous allons aussi continuer la discussion sur Facebook et Twitter, ou bien vous pouvez explorer d'autres outils ou d'autres sujets pour Breakthrough Action. Nous avons également un sommet que nous organisons en février l'année prochaine à Abidjan sur justement le changement social et de comportement. Et je souhaite vivement que nous continuions cette discussion lors de ce sommet. Nous allons très bientôt annoncer que nous avons repoussé le deadline pour la soumission des résumés jusqu'au 1er octobre, mais ce n'est pas une raison de traîner avant de pouvoir proposer quelque chose. Parce que vu toutes les discussions aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de choses à partager aux collègues dans les pays francophones. Et donc, je vous souhaite vivement de proposer des résumés pour pouvoir organiser les séances. Pourquoi pas un panel préformé sur justement le PFPP. Maintenant, comme vous voyez sur votre écran, nous avons ce petit enquête. Nous espérons que vous allez pouvoir répondre par rapport à votre appréciation de cette webinaire sur donc justement le changement social et de comportement pour soutenir les programmes de planification familiale postpartum. Sur ce, je pense que nous allons clore donc notre webinaire de ce matin. Je vous remercie tout le monde pour votre participation et je remercie surtout nos présentateurs qui ont pu créer un temps ce matin pour partager leurs expériences. J'espère vous revoir sur Springboard ou bien à Abidjan en février 2019 lors de notre sommet CSA. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les apporter sur Springboard. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée là où vous êtes. Merci pareillement.